Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode, le podcast qui vous invite dans de multiples discussions autour de cette unique question, qu'est-ce que la mode ? Je m'appelle Elsie Pommier, je suis designer de l'individu. J'accompagne les professionnels à travailler l'habillement comme un support d'expression et de communication. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec ceux qui façonnent la mode. À la découverte de savoir-faire, de façon d'être, d'histoire et de culture, on comprend vite que la mode est loin d'être banale. Alors nous nous retrouvons chaque lundi sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous à l'émission et rejoignez celles et ceux qui soutiennent la production de ce podcast sur patreon.com/qu'est-ce que la mode. Habillé, habilleur, bonne écoute. Bienvenue tout le monde, bienvenue chers auditeurs et auditrices. Alors aujourd'hui, si je vous dis journalisme, à quoi pensez-vous ? C'est certain, on ne vient pas à penser directement mode. Et pourtant, sans presse, on serait loin de la dynamique de ce secteur. Et pour discuter de ça, j'ai invité Renaud Petit qui est journaliste. Bienvenue Renaud. Bonjour. Alors, on demande souvent aux journalistes, voire tout le temps en fait, de parler pour les autres, mais parler de vous et de votre activité, c'est plutôt rare. Alors merci beaucoup d'être venu et sur Qu'est-ce que la mode ? Première question, en quoi consiste ton activité ? Moi, je suis, donc tu l'as dit, journaliste. Donc, je travaille j'ai travaillé d'abord avec des médias étrangers sur des questions de mode. J'ai travaillé avec des médias notamment basés à Hong Kong, aussi un média basé à Taïwan, mais depuis Paris, je travaille depuis Paris. Ensuite, j'ai bossé avec des médias français sur différents types d'actu, pas que mode. Et puis maintenant, je suis vraiment sur de la mode. Principalement de la mode consciente, donc mode durable ou inclusive. Je travaille aussi sur les thématiques de culture, notamment la culture des minorités queer. Et je travaille aussi sur d'autres thématiques qui n'ont rien à voir, sur plutôt l'innovation et les évolutions urbaines. Donc voilà, mon métier, c'est d'approfondir ces sujets, c'est de me poser des questions, parfois en tant que citoyen, parce qu'on peut aussi se poser des questions citoyennes sur la mode, c'est pas forcément impossible, puisque c'est pas un sujet qui est si trivial que ça. Et j'essaie d'y apporter une réponse avec différentes ressources que je vais aller chercher. Tu as un peu répondu à cette question que j'avais, c'est quoi journalisme, c'est un bien grand mot, puis on met un peu tout ce qu'on veut derrière, mais comme je te disais, sur cet épisode, j'aimerais bien être initié concrètement à cette activité on entend tous parler de journalisme, on lit tous des médias, mais concrètement, comment ça fonctionne en fait ? J'espère déjà qu'on lit tous des médias, sinon ça Oui, on perd un pardon, peu je de suis partie sens. sur comme si tout le monde, mais j'espère oui. J'espère concrètement. Si la question c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'être journaliste, je pense qu'on a différentes façons de prévoir le truc. Enfin, journalisme, c'est un mot qui finalement regroupe pas mal de différents métiers. Enfin, on ne fait pas la même chose quand on est journaliste, je sais pas, journaliste reporter d'images par exemple. Donc c'est les gens que vous allez voir prendre des photos et des vidéos en manif par exemple. Eux, ils font un métier, finalement c'est avant tout des photographes d'un point de vue technique, mais ils sont journalistes. Et quand on fait des métiers, on va plutôt chercher à créer de l'information. Moi, mon point de vue, c'est qu'en tant que journaliste, notre métier, c'est pas tant de créer du savoir. Tout à l'heure, je disais, on répond à des questions, mais on crée pas de savoir. En fait, on essaie de donner la parole à celles et ceux qui ont le savoir, concrètement. Donc, on relaie de la connaissance, on essaie de lancer du débat ou d'y contribuer. C'est peut-être un peu mieux d'y contribuer que de le lancer parfois. Et souvent, on se dit, bon, au XVIIe siècle, on faisait un journalisme de transmission où on allait un peu éduquer comme ça. Puis ensuite, au XIXe siècle, on a fait beaucoup de journalisme d'opinion, tu vois, où on faisait beaucoup, enfin, on a un peu cette vision du XIXe siècle, c'était journalisme de tribune. Et puis maintenant, on ferait du journalisme d'information. En fait, ça veut rien dire, il n'y a pas du tout de différence entre ces trois trucs-là. C'est un vrai travail de recherche en fait. Comme tu disais, j'aime bien ce mot enquête. Enquêter, tu disais que c'était aller rencontrer des personnes, aller leur donner la parole, interviewer. Ouais, c'est beaucoup de collaboration en fait.
Oui, bah, on peut pas vraiment être journaliste tout seul. En fait, si on est journaliste tout seul, soit on est savant intellectuel, et bah, c'est très bien, mais c'est pas du journalisme. Soit on est chroniqueur, et c'est pas du tout la même chose. Je pense que c'est un aussi des gros problèmes qu'on a avec les médias, c'est de un peu mélanger comme ça un peu les métiers. Beaucoup de choses qu'on reproche aux médias, en fait, j'ai entendu des discours qui, à raison, viennent taper sur des chaînes comme CNews, où on entend des propos de mon point de vue, immonde. Et finalement, ça, c'est le travail de chroniqueur. Alors, ça fait partie des médias, mais c'est pas du journalisme, c'est pas des journalistes. Le journaliste ou la journaliste, par définition, son métier, c'est d'aller chercher de l'info, soit parce qu'il ou elle tombe dessus. C'est le cas, par exemple, si on travaille sur un mouvement social, par exemple, on tombe dessus et on relaie ce qui s'y passe. Dans le cas de la mode, bah, on assiste, je sais pas, à un événement presse ou qu'une maison présente une innovation, bon bah on tombe sur l'info et on la relaie. Soit on allant se poser une question en essayant d'y répondre à l'aide de témoignages. C'est ça qui exige beaucoup, beaucoup de temps alors, l'idée d'enquête normalement. Ça dépend des sujets qu'on traite aussi, parce que finalement les journalistes les plus expérimentés, enfin en termes de temps, je veux dire, qui ont le Mmh. plus qui ont le plus d'ancienneté, ont généralement une liste de contacts. Si, Un réseau. si tu veux traiter de telles thématiques, tu sais qui appeler, ça prend pas très longtemps. Quand tu parlais justement des différents métiers, eh bien, il y a cette idée de sous-jacente, du coup, j'ai l'impression que j'ai partagé avec d'autres que, ben, le journaliste, il est objectif et et on va en parler, mais il y a aussi le deuxième et peut-être qu'on va commencer avec ça pour, continuer sur les différents métiers. C'est que, tu me disais que dans le milieu, par exemple, de la mode, si on reprend, journaliste de mode, il y a, une forme d'illégitimité que ces personnes ont et du coup, ils se nomment souvent rédacteurs ou rédactrices. Ça, c'est aussi un autre terme parce que tu parlais de chroniqueur et tout ça. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Ouais, bah ça peut valoir le coup d'aller faire un tour, ne serait-ce que sur LinkedIn par exemple, où en fait on voit que les journalistes de mode se présentent souvent comme rédacteurs et rédactrices. Effectivement, on va avoir par exemple rédactrice chez Elle. D'ailleurs, c'est souvent assez féminin. Une démarche qui est souvent partagée par des journalistes femmes de se nommer comme ça rédactrice. Rédactrice ou rédacteur, ça implique que son travail est limité à l'écriture. Rédacteur, rédactrice, c'est rédiger, donc c'est juste écrire. Donc, si on part du principe que le métier est d'écrire, on invisibilise ou on élimine complètement toute la partie recherche d'information et même avant de rechercher l'information, déjà, c'est arriver à formuler une question à laquelle il va falloir qu'on réponde, donc qui implique aussi une espèce de gymnastique intellectuelle comme ça en permanence, qui est super enrichissante. Et là, on réduit le truc à la rédaction pure et juste prendre son clavier et écrire 3 mots. Et ça fait perdre un petit peu comme ça en qualité l'image qu'on a de ce métier finalement. Je te disais qu'il y avait, là je t'avais parlé d'illégitimité, je pense que c'est un peu ça l'enjeu. Euh, Quand on se présente comme rédacteur ou rédactrice, c'est pour éviter d'avoir à se dire journaliste. Et finalement, on évite de se dire journaliste parce qu'on se sent pas journaliste. En fait, c'est hyper gratifiant de se dire journaliste. Historiquement, c'est un métier qui est quand même valorisé. La question sera peut-être de se demander pourquoi on n'est pas à l'aise, en fait, d'où ça vient, ça. Pourquoi on se sent pas légitime. Ça, c'est typiquement dans les écoles de journalisme, les belles écoles de journalisme. On fait pas le journalisme de mode, on n'apprend pas à faire ça. Alors que, donc concrètement, quand on sort d'une école de journalisme, on n'est pas formé à faire ça. Donc beaucoup de journalistes de mode, en fait, ne sont pas diplômés d'école de journalisme. Et donc on les considérera comme étant des journalistes de seconde zone. Et ça, c'est absolument illégitime comme façon de penser, parce que le journalisme, c'est une profession qui n'est pas réglementée. C'est pas comme architecte ou médecin. Enfin, j'ai pas le droit de dire j'ai tellement d'expérience empirique que je suis médecin. Euh, j'ai- Et là, on se dit: «Heureusement!» Bah ouais, tous les parents du monde savent régler un mal de tête ou un bobo sur leur enfant, ils sont pas pour autant médecins. Pareil, on n'a pas le droit de se dire avocat. Euh, c'est pas j'ai lu code civil, je suis avocat. Ou on n'a pas le droit de se dire architecte. Bah, par contre, journaliste, on peut, si on a la pratique enfin, on peut finalement atteindre le statut de journaliste sans être passé par un diplôme de journalisme. Alors, c'est super compliqué, ça prend beaucoup de temps, on est très mal accueilli quand on n'est pas diplômé de journaliste, mais c'est possible. Je pense qu'il y a un autre problème là-dessus, enfin une autre raison qui fait qu'on se
sent illégitime quand on est journaliste de mode, c'est que dans l'imaginaire collectif, on a beaucoup dévalué donc l'image des médias de mode. Finalement, les magazines de mode, c'est les magazines féminins qu'on qualifie de féminins, et du coup, c'est des médias qu'on considère collectivement comme vides de sens et d'intérêt, et tout le monde est d'accord avec ça. Et parallèlement, on a beaucoup renforcé l'image du journalisme. On l'a beaucoup on l'a beaucoup centré sur l'enquête en fait. Le journaliste ultime, c'est le journaliste qui enquête, et quand on entend enquête, on pense surtout enquête de faits divers, ou le journaliste de terrain, le reporter. Et finalement, quand on pense journaliste, on pense à quelqu'un qui est sur le terrain en Syrie, par exemple. J'allais dire justement, pour moi, jusque-là et j'étais assez tranchée sur le sujet, c'est que les médias mode et surtout papier, ben, c'était c'était de la publicité. C'était et quand il y avait des articles, c'était, des injonctions, esthétiques, ou d'achat en disant, «Ça c'est, les 5 robes à avoir dans son truc, dans son placard». Pour résumer, c'est un peu, je le prenais un peu comme, bah, c'est une voie vers l'extérieur, vers la masse pour vendre en fait. C'est pas c'est pas un canal qui appartient à la marque, mais c'est comme s'il travaillait pour la marque, tu vois? Et c'était comme enfin voilà, tu fais un peu depuis tout à l'heure la différence entre communication, journalisme et je le voyais plutôt comme une forme de communication et non comme une source d'information. Donc ouais, je te suis dans, cet inconscient collectif, il a été aussi quand même, enfin, on est responsable des 2 côtés, hein, dans la création de cet inconscient collectif, mais personnellement, moi, je l'avais jusque-là et c'est pour ça que j'ai jamais été une consommatrice de ce genre de magazine. Je pense que ça, ce que tu viens de dire, ça soulève quand même pas mal de questions pour moi. Enfin, déjà, je pense qu'il faut qu'on prenne un peu de recul sur ce qu'on pense des médias mode, design et culture. Je pense qu'on est nombreuses à partager l'image que tu viens d'en donner. Et pour autant, est-ce qu'on peut se demander d'où elle vient cette image qu'on a de la presse mode en fait? Est-ce qu'on a déjà lu quelque chose de sérieux à ce sujet? Est-ce qu'on a de la donnée? Est-ce que quelqu'un a déjà publié une enquête qui fait un prorata un calcul de quelle part de contenu publicitaire par rapport au contenu informationnel? Et en fait, non, ça n'existe pas. C'est une image qu'on a. Non, non, c'est comme tu fais bien de le dire, c'est un ressenti, hein, c'est Tu as dit tout à l'heure, tu voyais les médias de mode, culture ou de design comme une voie vers la masse pour vendre des produits. Et en fait, il faudrait peut-être se rendre compte que tous les médias le font, hein. Enfin, peu importe, à part les médias publics. C'est-à-dire à moins d'écouter France Culture et France Info et France Inter uniquement à la radio, vous allez forcément, à un moment, vous trouver face à un contenu publicitaire. Après, en France, le contenu publicitaire, on est obligé de le présenter comme tel, hein. Il n'y a pas de... Alors, c'est possible, hein, tout le monde peut contourner la loi, mais enfin, bon, c'est risqué, donc pas beaucoup de gens s'y amusent, très honnêtement. Quand vous lisez un contenu publicitaire, vous savez que c'est un contenu publicitaire, c'est écrit quelque part. Et ce mythe du c'est écrit en tout petit en bas, en fait, ça, c'est pas vrai parce qu'on n'a pas le droit de le faire. C'est écrit, il faut que ce soit quand même visible. Souvent, c'est toujours écrit au même endroit, en fait. Si vous lisez de la presse papier, c'est souvent écrit en dessous des titrailles. Et si vous lisez de la presse web, c'est pareil, souvent, c'est soit il y a un picto qui au survol explique ce que ça veut dire, soit vous avez une mention type contenu publicitaire ou contenu partenaire ou ou édito, non, comment c'est? un public rédac. Ouais, publié, Le problème vient sans doute des médias, en fait. On n'explique pas aux gens, au lectorat, ce qu'on fait. Et du coup, le lectorat n'a pas connaissance des formats qu'il est susceptible de croiser, en fait. C'est-à-dire que pour, euh, pour les lecteurs et lectrices, les formats, c'est interview, enquête et papier normal, entre guillemets, enfin, un sujet normal. Alors qu'en fait, pour nous, il y a toute une gamme, dont le public rédac, par exemple. Un public rédac, c'est donc un papier qui est rédigé par un ou une journaliste sur un sujet, sauf que la marque a payé pour qu'on travaille ce sujet. S'ajoute aussi la question d'accessibilité, dans tout ça. C'est qu'on a l'habitude, voilà, d'avoir des articles, des interviews et tout ça et que ce soit accessible. Accessible, je pense, au au sens, heu, commun du terme, niveau finance, en fait et du coup, comme on connaît pas le fonctionnement,
et ben, on saisit pas non plus le coût que c'est. Parce que tu parlais d'enquête tout à l'heure, bah, c'est sûr que si on enlève déjà, indirectement, rien que par le nom qui sont utilisés par rédacteur et tout ça, et on enlève toute l'aspect recherche, enquête et tout ça, ben, pour nous, on se dit: «Oui, bah, c'est facile d'écrire en gros», et et du coup, ça doit être gratuit, c'est normal, et on saisit pas, non plus, qu'en fait, c'est tout un business model aussi. Enfin, c'est pas qu'un seul en plus, il y a plein de façons de construire aussi et de faire vivre, en fait, un média. Ouais, ça fait du bien d'entendre, en fait, tout ça, tout ce fonctionnement, et que le journalisme de mode, il a besoin, aussi d'avoir cette liberté et cette possibilité de quête et d'enquête. Et quand tu parlais de ça, je repensais à, je le mettrai, en lien dans l'épisode, mais ça me fait penser à Cache Investigation là, qui a fait, c'était quand? Il y a 3 ans, je crois, par, Élise Lucet. Bah, Élise Lucet, c'est vrai que c'est pas du tout une journaliste qui est connotée, mode, enfin voilà. Pourtant, elle a traité de sujets, ben, sociaux, économiques et tout ça, mais elle parlait du coton, et le coton, sans coton, la mode, elle est rien. Donc on a besoin, puis c'était un vrai travail de recherche, quoi, derrière. En fait, quand on parle de journalisme de mode, bah, du coup, on rattache ça à un média de mode et en fait, c'est pas forcément le cas. Enfin, concrètement, les médias d'actualité généralistes, par exemple, je sais pas, France Info en France, Euronews à l'échelle européenne, enfin, j'en sais rien, des milliers. Tous ces médias ont une rubrique culture, ont souvent une rubrique mode d'ailleurs, ou style. Et finalement, ils travaillent, dans la rédaction de ces médias, travaillent des journalistes de mode, mais qui bossent pas pour Vogue, en fait. Effectivement, si on résume le journalisme de mode à la presse mode, on va pas en avoir une image très positive parce que la presse mode, elle a volé le mot mode en fait. Elle s'accapare le mot mode, donc elle s'autoproclame la seule qui peut parler de mode finalement dans l'imaginaire collectif. Sauf qu'en fait, c'est pas la seule à en parler. Et par contre, elle a un angle qui est très précis finalement. Elle fait plus du relais. Donc, pas forcément de la publicité, hein, mais elle fait du relais, donc elle va relayer une collection, elle va relayer une démarche complètement. Par contre, effectivement, on risque pas de croiser, ça rentre dans la ligne édito de l'édito, je sais pas, l'officiel de la mode par exemple, on va pas croiser une enquête sur les conditions de travail, je sais pas, des couturières parisiennes de Belleville par exemple, ça n'existe pas. Ça par contre, on va peut-être le trouver dans un média d'actualité généraliste et d'enquête. C'est bizarre que ce soit autant divisé. Pourtant, on pourrait le nommer journalisme de mode, et on a besoin justement d'entendre, ces actualités, tu vois? C'est super intéressant de voir comment en fait on a, bien catégorisé, les sujets, ben, voilà, esthétiques, stylistiques, événementiels, et puis, actu, économie, social, politique et tout ça. C'est intriguant, j'avais pas saisi, ouais. Même quand on parle de journalistes d'actualité, en fait, il y en a plein. Enfin, la personne qui va dans une rédaction s'occuper de l'actualité sportive, bah, il est journaliste d'actu parce qu'il traite l'actu. Mais par contre, il fait que du sport. La personne que vous lisez qui va expliquer un match de football, c'est pas la même que vous allez lire et qui va expliquer, je sais pas moi, l'évolution de la bourse. Chaque journaliste, même s'il fait de l'actu, a son angle, enfin son sujet, pardon, sa thématique de base. Et donc il y a des gens qui font de l'actu sur la mode. C'est ça que il y a eu une espèce de hold-up comme ça, sur le terme mode par la presse féminine, même si j'aime pas dire ça. Enfin, on appelle ça presse féminine. Et finalement, elle représente rien en fait cette presse dans le paysage médiatique qui traite de la mode. Euh, Ensuite, tu as parlé d'accessibilité en termes d'accès libre par rapport à un accès payant. C'est vrai que moi j'ai toujours connu ça parce que en fait, c'est venu avec le web et qu'à mon âge, j'ai pas vraiment eu l'occasion de travailler que sur de la presse papier, même si j'en ai fait. Au final, la presse web a donné l'impression aux lecteurs, lectrices, aux citoyens, citoyennes, que l'info était gratuite. C'est un peu le péché originel de beaucoup de médias. C'est d'avoir proposé en fait une version papier parce qu'à l'époque, quand les médias web ont commencé à bien exister, même si le premier c'est Libé, mais c'était sur Minitel.
Mais et ensuite, quand les médias ont commencé à avoir une version web, ils avaient une version papier, en fait. Il y a eu très peu. Au tout début, il n'y avait pas beaucoup de vrais pure players, quoi. Et, euh, et donc, ces médias-là ont proposé un peu le gratuit en ligne et le payant en papier. Enfin, on va pas faire tout l'historique des médias, mais ça a un peu fonctionné comme ça. Bah ouais. Du coup, on a l'illusion que l'info est gratuite, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Donc, forcément, proposer de l'info gratuite, ça implique de gagner de l'argent ailleurs, en fait, que sur les ventes, ou que sur l'abonnement. Si on parle de web, c'est un abonnement. Forcément, si vous proposez de l'info gratuite, vous allez devoir donc chercher de l'argent ailleurs, en faisant de la publicité, en faisant du contenu sponsorisé dans des pubs et rédac, ou en demandant, en payant très peu vos journalistes. Ou en faisant un Patreon. Oui, aussi. Ouais, mais Voilà, qu'est-ce que la mode? C'est comme ça. Parce que c'est vrai que j'ai fait le choix de me dire, j'ai pas envie d'avoir de la pub, qui pop comme ça, mais c'est vrai que oui, c'est comme c'est du temps justement, du temps, un investissement. J'ai «Ah ouais» et puis ça prend, bah, du coup, j'ai pas envie de baisser en qualité, je veux plutôt justement augmenter en qualité. Comment investir? Parce que du coup, j'ai investi beaucoup de mon temps déjà et puis, c'est vrai que c'est toute une réflexion, une éthique aussi sur, ça demande des choix éthiques. Je voulais juste, poser cette question justement, est-ce que, il y aurait pas cette idée de slow journalisme? On parle de slow fashion. On n'arrive pas vraiment à nommer, enfin à traduire ce terme encore parce qu'on a mode éthique, mode responsable, mode consciente et tout ça, mais cette idée justement, de oui, en fait, on a besoin de prendre du temps, rappelons-nous et que ça prend aussi du temps et que quand on parle de slow fashion et que la mode n'est rien aussi sans le journalisme, on pourrait, aussi se rappeler de ça, pour ce secteur en fait, de la mode. non, parce que quand tu as commencé à dire lancer un Patreon, enfin, en fait, c'est des méthodes qui sont utilisées par d'autres. Alors, pour les podcasts, c'est assez commun, mais par d'autres types de médias, notamment de médias écrits, mais qui ont du coup d'autres types de formats. Parce que alors, le Patreon ou je sais pas, le Kickstarter, par exemple, le financement participatif, ça, ça implique de travailler sur un autre rythme, en fait. Parce que en faisant ça, on voit pas venir la finance. Donc en fait, on récupère des fonds, on publie, on récupère des fonds, on republie. En fait, il y a une espèce de rythme comme ça qui est bousculé, alors que sur un média normal, en fait, on publie en permanence et l'argent tombe mensuellement par les abonnements, par les achats, par les publicités. Et donc ces modes de financement ont quand même permis de lancer des médias qui, peut-être on va pouvoir les qualifier des médias de slow journalisme comme ça. Je pense à la newsletter Vert, je sais pas si ça te parle. Abonnez-vous, c'est vraiment super bien, c'est gratuit du coup. C'est une, c'est une newsletter quotidienne euh, qui vous parle de transition écologique et tous les papiers sont très courts puisque donc tous les articles, il y a peut-être 5 ou 6 articles par newsletter de mémoire, tiennent tous dans un mail, c'est très concis et c'est un contenu auquel on a accès gratuitement. On peut payer si on veut, on peut donner, en fait, on peut faire un don, mais du coup, comme il n'y a pas le même euh, mode de financement qu'un média classique, avec la publicité, etc., il n'y a pas de pub dans le vert. Ça implique de travailler sur d'autres formats. Là, pour le coup, en fait, la newsletter, elle fait la taille d'un article classique, sauf que dedans, il y a 5-6 sujets qui sont traités, en fait. Donc, ça pourrait être finalement une forme de photojournalisme, en fait, aussi. Tu peux redonner le nom? La newsletter vert, vert comme la couleur vert. OK, OK. Je le mettrai, dans le super, bah, je le mettrai aussi en description, dans le lien en description. Il y avait un sujet aussi, on a vite fait abordé, mais c'est cette notion, on va peut-être terminer avec ça, cette idée d'objectivité, mais là, tu l'as dit, c'était déjà sous-entendu, tu vois? Tu parlais de cette newsletter. Qu'est-ce que la mode? Je le définis pas comme un média, mais c'est, une source d'information. Il y en a plein d'autres et en fait, on a chacun, c'est vrai, déjà un secteur, un point de vue et c'était super intéressant parce que quand on a préparé ce temps, moi ça m'a remise en question parce que j'étais vraiment dans cette idée, «Oui, mais le journaliste, il doit être neutre». On peut développer. Alors, je pense que pour faire le lien un peu avec cette thématique, on pourrait peut-être se demander est-ce que le, le mode de financement pour pouvoir permettre d'avoir de l'information gratuite, on a dû donc renforcer assez mécaniquement le financement par la publicité.
ou par les publics-rédac, donc des articles orientés achetés, est-ce que finalement ça n'a pas été quelque chose qui est venu abîmer la neutralité journalistique? Et finalement, je pense que en disant en disant ça, on s'envoie un mythe qui n'a pas de sens. On fait souvent ça en fait quand on parle de plein de choses, hein, de journalisme, hein, de sujets un peu comme ça en jeu. On s'envoie des mythes au visage. C'est des mythes qui n'ont pas de sens. Enfin, la presse neutre, ça n'existe pas. C'est une vision fantasmatique comme ça. Tout à l'heure, j'ai rapidement parlé d'intérêt général aussi. On a tous l'impression que la presse doit être d'intérêt général. Ça, c'est mystificateur au possible, en fait. Enfin, on sait même pas définir ce que ça veut dire que la neutralité. On sait même pas définir en français ce que veut dire qu'intérêt général. En fait, quand on parle de journalisme, on dit n'importe quoi. On parle de neutralité, et d'un autre côté, on parle de la surpuissance des médias. On donne une importance à ce, finalement, complètement, en fait, on mythifie tout ce qui est autour de la presse et des médias et du journalisme. Finalement, ça nous empêche un peu de chercher là où les mécaniques sont néfastes, parce que aussi on se trouve un ennemi qui est vraiment très facile à désigner, c'est le journalisme non neutre, c'est le média orienté. En fait, on est tous et toutes plus ou moins conscients qu'en fait ça n'a pas de sens, parce que tout le monde sait qu'un média, un journalisme qui bosse pour un média, mais que tout média a une ligne édito en fait. Hein. Une ligne édito, donc c'est ce que tu disais juste avant, c'est un cadrage de quoi on parle dans ce magazine et comment on en parle. Par exemple, si je prends des médias avec qui je travaille, bon, sur les thématiques de mode consciente, on peut parler dans 2 minutes. Bon, la thématique du média, elle est autour de la mode éthique, la mode durable, de manière très générale. Après, il y a plein d'autres choses plus profondes qui vont venir s'y greffer. Et donc déjà, on sait très bien qu'on ne parlera pas d'autre chose dans ce média. Bon, déjà, à partir de là, la neutralité n'existe plus. Parce qu'on va pas faire état d'une marque, par exemple, ou d'une démarche mode qu'on va juger non positive et la présenter de manière neutre. Si on la présente, on va forcément la présenter avec un article à charge. Donc, on va forcément ne pas être neutre, on va forcément prendre position. De toute façon, c'est humain de prendre position face aux choses. Il y a un sociologue qui, je pense qu'on peut le qualifier de philosophe aussi, qui en parle très bien, qui est d'extrême gauche, qui s'appelle Geoffroy de la Galerie, et qui dit que dans la presse, finalement, les journalistes, on est tous des censeurs. Et ça, c'est très vrai, en fait. Le métier journaliste, c'est un métier de censure. Quand on est journaliste, on fait de la censure, déjà parce qu'on sélectionne ce qu'on va dire. C'est pas, quand je traite un sujet, mettons, je sais pas, est-ce que c'est néfaste d'utiliser du polyester recyclé, par exemple? Évidemment, je fais une censure parce que je vais interroger une personne plutôt qu'une autre. Mais déjà, je fais une censure parce que je me pose cette question et pas une autre. En fait, dans le fond, j'aurais très bien pu me poser une autre question, me dire est-ce que c'est bien le cuir? Mais en fait, je vais pas parler de cuir aujourd'hui, je vais parler de polyester. Donc, j'ai choisi d'éliminer la thématique du cuir. Donc, de base, je fais une censure. Comme tu l'as dit, pour le lectorat, comme pour les professionnels du milieu, c'est un poids qui s'enlève. Et puis, justement, et ça sera ma avant-dernière question, mais qu'est-ce qui te fait écrire, toi, alors, qu'est-ce qui t'anime en tant que journaliste? C'est dur, ça. Ouais. Concrètement, bon, ça couple, mais concrètement, c'est pas l'argent. Mais même si c'est tellement profond comme question que on va peut-être pas la traiter maintenant. Mais, bon, déjà, tout à l'heure, quand t'as dit que écrire, t'as un peu soulevé cette idée de écrire, c'est aussi un plaisir, et du coup, c'est pas ça. Oui, c'est vrai on aime écrire, si on le fait, c'est qu'on aime ça, donc on a un peu de chance quand même de faire un métier qui nous intéresse. Surtout, la pratique de l'écriture est plaisante. Mais bon, je pourrais écrire autre chose, hein, je pourrais faire autre chose que du journalisme. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que c'est un des seuls métiers, je pense, où on peut être, en fait, qui est aussi intellectuellement enrichissant. C'est-à-dire que c'est un métier dans lequel on peut se poser des questions et on est payé pour y trouver des réponses. Et ça, c'est génial parce que je pense que chaque citoyen, chaque citoyenne se pose des milliers de questions, mais n'a simplement pas le temps de chercher la réponse. Déjà parce qu'on ne sait pas qui interroger, puis surtout parce qu'on a autre chose à faire en fait dans la journée. Nous, c'est notre métier de chercher des réponses. Donc en fait, avant d'écrire un papier, avant qu'il soit publié,
moi j'ai la réponse et je trouve ça génial en fait d'avoir discuté avec des personnes hyper enrichissantes. Enfin, je passe, je dis je, mais je parle de tous les journalistes de manière générale. Hein. On passe beaucoup de temps. En fait, notre métier, c'est quand même de lire des choses très intéressantes, de discuter avec des experts et des expertes. Enfin, des fois, je me rends compte quand même de la chance que j'ai. Je suis initialement pas formé à être un sachant, c'est ce que je disais juste avant. On n'est pas des chercheurs, on n'est pas des intellectuels. Enfin, on pourrait l'être, mais c'est pas notre métier. Pour autant, on passe notre journée à discuter avec des gens qui ont des connaissances fabuleuses sur des sujets. Enfin, on passe notre temps à je trouve ça fabuleux de me dire que j'ai le temps de lire les rapports de l'ADEME. Enfin, c'est génial de faire ça finalement. Et en plus, je peux les comprendre. Et si je les comprends pas, parce que comme tout le monde, parfois je ne comprends pas. Si je ne comprends pas, je peux aller demander à l'ADEME de m'expliquer. Et ça, c'est quand même fabuleux. Je finis toujours l'épisode comme ça avec est-ce que tu aurais un livre, un ouvrage à nous partager? Donc voilà. Donc je disais, il y a beaucoup de journalistes qui finalement, à force de pratique, deviennent extrêmement sachants sur leur sujet et donc arrivent parfois à avoir des niveaux de connaissances extrêmement pointus qui sont complémentaires au travail des chercheurs et des chercheuses de diversité que je place clairement on top de la pile des intellectuels de ce monde. Et je pensais à la journaliste Anne-Sophie Novelle qui a travaillé donc pour Le Monde notamment, qui a traité de questions d'économie collaborative, d'écologie, de transition énergétique, d'innovation sociale aussi beaucoup. Et donc elle a écrit plusieurs bouquins. Hein. Je pense qu'elle ne m'en voudra pas de dire ça, mais maintenant elle a quand même 40 ans, donc elle a beaucoup d'expérience de son métier finalement, et elle a écrit beaucoup de livres sur les questions d'écologie au sens large qui sont très, très intéressants. Je peux t'en citer un si tu veux, il faut que je retrouve sur sa biblio. Tu veux que je t'en cite un? Alors, oui, bon. De toute façon c'est trop tard. Alors, il y a celui-là qui est bien... Je peux aussi t'en donner un récent, parce qu'elle a publié un livre qui s'appelle Économie du partage, enjeux et opportunités pour la transition écologique. Mais bon, ça c'est une étude de recherche, alors c'est pas très très digeste, puis c'est en 2014, c'est pas très sexy. Mais sinon, elle a publié Du jetable au durable pour en finir avec l'obsolescence programmée, qui a été publié en 2017 aux éditions alternatives. C'est intéressant comme bouquin. Et donc ça, c'est finalement quelque chose qui a été rendu possible par sa pratique du journalisme. En fait, elle a tellement enquêté sur ces sujets qu'elle a acquis un réseau d'experts et d'expertes qui ont pu la nourrir tellement qu'elle a pu mener une réflexion qui dépassait finalement le cadre de ces articles. Enfin, là, je fais l'éloge d'Anne-Sophie Novelle, mais il y a énormément de journalistes qui font ça et c'est super intéressant. Donc voilà. Pour la mode, c'est un peu différent parce qu'il y a assez peu de place pour la littérature de mode. Ça, c'est autre chose. En fait, la littérature de mode, elle est souvent très visuelle. La littérature de mode de qualité, en fait, c'est des bouquins tachés. Et c'est pas le plus intéressant. Mais donc du coup, les savoirs sont produits majoritairement en dehors du journalisme. Et finalement, enfin en dehors du journalisme, non, je veux dire en littérature. Par contre, je trouve que la presse mode, enfin, je répète la phrase que je l'ai mal prononcée. Je pense que la presse qui traite de sujets mode, y compris la presse généraliste, donc pas que les médias de mode, produit des savoirs qui sont extrêmement profonds et qu'il est vraiment important de lire. On en trouve dans des médias comme Le Monde, évidemment, Euronews, je conseille aussi, c'est souvent publié en anglais, mais c'est donc un média qui a une approche de l'actualité qui est trans-européenne. C'est des médias donc d'actualité, mais qui publient des contenus liés à la mode qui sont extrêmement profonds et dont il faut qu'on prenne connaissance. Souvent, on a peur de cliquer sur les onglets style de ces médias, parce qu'on a l'impression qu'on va y trouver. Bah oui, on dit qu'on va y trouver des chroniques j'aime cette robe, j'aime pas cette robe, et en fait, on y trouve des choses ultra profondes et ça vaut vraiment le coup d'aller y jeter un œil. Ouais. Donc allons dans ces onglets dits style et allons plus loin que ce cliché qu'on a justement du journalisme de mode. Donc merci beaucoup pour cet éclairage Renaud sur le journalisme de manière générale, mais aussi journalisme de mode. Et on a élagué pas mal de clichés et moi-même j'en ai bénéficié, j'avoue. Et donc encore merci. Et puis pour les auditeurs, vous retrouverez
les différentes références dont on a parlé en description. Et puis, Renaud, à une prochaine. Hein. Merci. Tu es le bienvenu. Merci. Si ce podcast vous plaît, parlez-en autour de vous et partagez votre avis signé de quelques étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi soutenir Qu'est-ce que la mode sur Patreon. Et oui, ce podcast ne se fait pas tout seul, ni en quelques secondes. En contribuant à partir de 2 € par mois, vous faites perdurer ce podcast et gagner en qualité de production. Je vous remercie sincèrement pour votre écoute, votre soutien, nos échanges sur LinkedIn, Instagram. Continuer la conversation avec vous et vous rencontrer est vraiment édifiant. Habillé, habilleur, à la semaine prochaine.